Alors moi, oui, oh c'est bon là-haut. C'est bon là-haut. Pas fort alors. D'accord, mais pas fort. Je croyais que je vous avais mis de la musique et puis en fait je m'étais trompé de... Merci. Je m'étais trompé de canal, je fais n'importe quoi. Dans mes petites journées aujourd'hui, petite forme, voilà. Pouh. Alors j'ai raté des trucs. Merci Cataraxi. Merci Cataraxi. Merci. D'autres gens manifestement. Myrilion. J'expie ma mauvaise conscience de riche en m'abonnant. Très bien, très bien. Merci Van Green. Merci Jimmy Lee Billy Bob. Bonjour la gauche. Oui, c'est ici. C'est ici la gauche. C'est le bureau officiel de la gauche ici. Vous aurez la ligne, vous aurez tout, votre petite carte, tout ça. La ligne à suivre, que ce soit sur des sujets aussi divers que le couvre-feu ou les espions chinois, vous aurez la ligne officielle ici qu'il faut tenir. C'est pas la ligne d'un parti en particulier, c'est la ligne de la gauche. De la vraie gauche. La vraie ligne, ici on tient la vraie ligne. Merci Amrod, merci aussi à Pirarzak, merci Pirarzak. Près d'un mois, près d'un an maintenant, merci Alexis Bourdezien, pour financer 2022, ouais, pour mon parti de la vraie gauche de moi. Yo wesh, salut, bonsoir, bonjour Bertrand, merci Orion, qui est là depuis longtemps aussi. Voilà. Bon, c'est bon, ça marche bien, le son marche bien, parce que j'ai raté tout là, j'ai raté tout. Bon, je me suis fait un café. C'est quand la revue du coup? Et on va faire la revue. On va faire la revue. C'est bon, on se calme. J'étais emmerdé, je vous ai cherché un bourdin malin, mais autant celui de l'autre matin là. Hier matin, c'était Fabien Roussel du PCF. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, mais j'étais pas sûr parce qu'entre temps il y a quand même eu ces trucs de Covid, de machin. Donc du coup c'est pas va peut-être y avoir du temps consacré à alors vous pensez que le gouvernement va faire quoi et tout, ce sera complètement caduque déjà. Parce qu'il va parler du fait que Macron va parler et c'est pas très intéressant parce que nous on sait déjà ce qu'a dit Macron, je vais pas vous le résumer, bien que finalement t'as pas raté ton look. C'est un peu quoi mon look? Qu'est-ce qu'il a mon look? Il est bien mon look. Bien le bonjour, bonjour. Mais si, je le sais que quand je parle à gauche, on m'entend à droite. Bah oui, bah qu'est-ce que... Oui. Moi je sais pas faire reverse audio, j'ai pas compris à quoi on faisait ça. Il a l'air si fatigué. Mais oui, je suis épuisé. Je suis épuisé, j'en peux plus. Là, de pas savoir que ce week-end, je vais pouvoir me la mettre. Déjà, ça m'épuise d'avance. 6 semaines. Je suis dans une grande ville, donc c'est 6 semaines de... 6 semaines, quoi. Déjà hier, je suis allé dans un bar pour retrouver des amis. J'aurais pu retrouver plus d'amis, mais alors le problème, c'est qu'il fallait manger un truc pour boire. Merci Lex Calvin. Alors c'est littéralement, bon déjà ça fait rush quand même, hein, quand toi tu veux juste boire un verre, devoir manger un truc entier alors que c'est quand même moins cher chez toi, ça fait chier. Mais en plus de ça, j'avais pas faim, enfin si j'avais faim, j'ai fait exprès de pas manger avant d'aller boire des coups, du coup j'ai eu le droit à ma première bière avant la pizza. Bah j'étais bien bourré parce que j'étais à jeun avec leurs conneries. T'es obligé d'y aller à jeun pour avoir le droit de boire. Vous voyez, il veut nous gaver Macron. Et donc bon, maintenant, bon... De toute façon, ça va être réglé maintenant. À partir de 20h30, tout le monde chez soi. Ah, fait chier. Mais on va même pas pouvoir boire chez soi non plus. Avec les réunions de... pas à plus de 6, là. Donc on en profite, on a un copain qui fait un anniversaire demain soir. Il savait pas quand le faire, donc c'est en urge demain soir. Allez, on le fait demain soir, sinon c'est mort. C'est insupportable les pubs sur Twitch. Ouais, bah c'est pas moi qui décide, hein. Si, je peux couper les pubs? Bah oui, mais bon, ça me rapporte 50 balles. Moi, je prends les 50 balles. Merci, Drock... Comment? Drock Jane, merci Drock Jane. Stream quotidien, 21h bourré. Ouais, bah du coup, je vais streamer un peu plus le soir, peut-être, hein, parce que je serai moins sorti. C'est con, je suis très sociable, moi j'aime bien sortir, j'aime bien être dehors, voir des vrais gens. Des vrais gens dans les cafés.
Ah, je peux pas couper les pubs en début de stream. Oui, voilà, moi je vous en fous pas en cours de stream, mais on peut pas les couper, celle du début. Nous aussi, on est des vrais gens. Mais oui, mais vous êtes loin. Vous êtes loin. J'ai pas fait d'IRL du chat encore à Lyon, là, mais c'est dead, de toute façon. Puis après, j'ai peur de vous voir et me dire, oh bah non, en fait, ils sont moches et ils sont cons. Ils sont pas intéressants. Ou alors il va y avoir des fachos qui vont venir, tu sais, en loose day et tout. Donc plein de raisons pour lesquelles pas faire d'IRL, quoi. Voilà, vous êtes que du texte. Je vous imagine beau et fringant, tous autant que vous êtes. Merci Pemph, juste parce qu'il y a des corgis. Ah, il y a des corgis. Ça con, c'est vérifiable. C'est vrai qu'on est moche. On les attend, les fachos. Bah, j'espère que vous êtes forts à la bagarre, hein. Parce que si j'en repère un et qu'il est facho, va falloir me le ban pour de vrai. On fait le karaoké au croiseur. Moi perso, je suis moche. Bah moi aussi, mais bon, écoute, on va faire avec, hein. On fait pas tous 50 kilos. Bon, le programme. Ah non, tiens, avant, j'ai enfin reçu hier... enfin, je dis enfin non, parce que c'est allé super vite. Je vous avais dit que je voulais faire un stream avec Julia KG. Je l'avais invité pour un truc, puis en cours de route, j'ai changé de truc. Et je me suis dit que c'était moins pertinent. Et je lui ai dit, bon, bah, je vous réinviterai quand j'aurai lu votre bouquin. Voilà. Je fais 80 kilos et du foot américain. Je leur ferai ban dessus. Je leur ferai un ban direct IRL. Et bah, je l'ai reçu avec une dédicace, pas comme l'autre social traître, du coup. Là, je commence à avoir une belle collection de livres avec des dédicaces, hein. Donc je l'ai lu, je l'ai pas fini, j'en ai lu 50 pages vite fait en attendant les gens au bar hier. Mais là, bon, il y aura plus de bar. Le problème, c'est que moi, j'aime bien lire dehors. J'aime bien lire dans le bus, dans le train. J'aime bien lire dans les bars aussi. J'aime bien lire dehors, chez moi. Bah, chez moi, je suis comme tout le monde. Je suis devant mon PC, je regarde Netflix. Moi, je lis dehors, moi. Bon, bah... Du coup, là, j'ai ma dédicace et on va pouvoir faire ça. Bah, j'en ai lu 50 pages hier. Il y en a combien des pages? C'est pas non plus très long. C'est pas très long. C'est pas très long. En une semaine, je devrais pouvoir lire ça. Et du coup, on pourrait imaginer que la semaine d'après, on la reçove. Il y a plein de questions. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Il y en a qui l'ont lu, ou qui l'ont commencé, ou qui ont écouté des interviews de Julia KG sur Internet. Ça fait vachement bobo. Qu'est-ce qui fait vachement bobo? Tu mets son de train et vent. Oui, qui ont au moins vu ce qu'elle raconte sur les interviews. Bon, j'étais un peu fatigué, j'espère que ça va aller mieux après le café, là. Oh là là. C'est pas une vie, ça. Non, mais bref, vraiment, là, les restrictions, ça m'a mis un coup au moral. Je vais pas gueuler, tu vois, je vais pas gueuler. Je dis juste... Ça fait chier, quoi. Merci Lord Darius, merci Lord Darius. J'ai lu son livre précédent. Ah, le fait de lire au café, ça fait bobo? Oui. En même temps, je suis un bobo maintenant, hein, vous le savez. Son avant-dernier livre est incroyable. T'as regardé le discours de Macron en entier? Ah oui, on est rentré exprès... Non, ça c'est vrai en plus. On est rentré exprès... Bon, on est rentré à 20h du bar. Déjà, on est rentré à 20h pour voir Macron. Voilà. Après on a regardé Macron, puis après on est redescendu boire un coup. 32 € le livre en Belgique, mais ça va pas. Mais Julia KG, mais qu'est-ce qu'il y a? 19 € ici, hein, mais bon, c'est le prix des livres comme ça, d'actualité qui sortent. Dis-toi que j'ai dû totalement annuler mon anniversaire à cause de Manu, là. Voilà, bah voilà, c'est ce que je dis. Bah là, demain, je vais à un copain qui a avancé son anniversaire à cause de ça. On dit pas le scandale dans le milieu de l'anniversaire, hein. Ils sont tous déprimés, hein. Ah, vous êtes d'accord, voilà. Il y a Andros GN qui dit pareil, moi ça m'a démotivé cette histoire-là. Un bar ouvert, oui, bah vous savez, après il y a des bars qui respectent plus ou moins ce qu'il faut faire, quoi. Je crois que la deuxième fois, quand on est ressorti après 20h, c'était un bol de frites. On a pris un bol de frites.
pas gros. Ça tombe bien, on avait pas faim. T'as regardé Castex cet après-midi? Oh non, Castex, il est méga chiant. Vous avez vraiment respecté cette histoire de limite de 6? Pourquoi vous allez pas la respecter, vous? Vous suivez pas les lois? Les gens? Vous êtes des rebelles? Moi je suis au Québec, on est confiné depuis le 1er octobre. Ah bon? Et on est le 15. Merde, bah désolé pour vous, merci Sayume Sensei. Je profite de mon 3e mois pour faire un peu de pub pour mon camarade Teko Topor pas mort, qu'on connaît tous les deux, usuel, allez suivre. Ah bon? Je connais Topor pas mort, moi. Allez suivre sur Twitch, si ça vous dit. Je connais en vrai? Chouchou. Bah, désolé, hein, vous êtes confiné combien de temps au Québec là? Vous êtes confiné 6 semaines? La vie. Yep, je le connais en vrai. Bon, bah d'accord. Ça ne doit pas être son vrai nom du coup. Une question d'inféoder ses petits plaisirs à l'intérêt général. J'ose espérer que des gens... Bon, moi je me suis dit... Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous faire voter? Parce que des fois, il y a des articles que je voudrais lire et vous votez pas pour eux. J'ai un souvenir ému du début du confinement, vu que ça voulait dire que je pouvais faire ma rupture de contrat plus tôt et me reposer. C'est Nico du documentaire et des inters. Ah, c'est Nico, d'accord, ok. Bah bravo la démocratie. Bah par exemple là j'ai mis... bon allez, je vais vous dire les articles que j'ai mis de côté aujourd'hui, puis peut-être qu'on regardera Fabien Roussel. Sauf si vraiment je reste de mauvais poil comme ça. Parce que quand je suis de mauvais poil comme ça, j'ai mes humeurs. Hein, j'ai mes humeurs, là il fait gris, il y a pas de bar, moi je me... Tu vois? Bon. Hein. Je sais pas, je dois avoir un manque de vitamine C là en plus, il n'y a plus de soleil, il n'y a rien. C'est la vitamine C ça. Ça je connais, c'est la vitamine C. Alors... Excellente tribune, j'ai trouvé. Alors, je l'ai pas lu en entier, mais quand je l'ai lu, j'ai lu jusque-là et tout, j'étais là à me dire c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Attaque du commissariat de Champigny, c'est dans Libé, par Antoine Tricot, journaliste et documentariste. Attaque du commissariat de Champigny, remettons le journalisme en chantier. Une tribune qui revient sur le traitement journalistique de l'attaque de Champigny, donc de la fête, hein, du feu d'artifice de Champigny. Merci Coxigru, merci Coxigru pour ton prime. Ouais non là il va me falloir un sympatox là. Et qui dit que le traitement de la banlieue par les médias ne varie pas au cours des années, le sujet ne sera traité que parce qu'il s'agit d'un fait divers ou de violence. Les journalistes doivent repenser leurs pratiques, les multiplier, s'ouvrir à la diversité et à la critique, estime Antoine Tricot. Et vraiment, je vais enlever ça m'énerve. Vraiment, j'ai lu le début du papier, il y a des pistes intéressantes et il y a une critique surtout du traitement journalistique qui est pas mal. Pour rester dans la critique journalistique, un papier de la revue des médias de l'INA. Le journalisme, c'est pas du spectacle, rencontre avec un repenti des chaînes info. Pourquoi les chaînes info programment-elles autant de débats? Est-ce encore du journalisme? Antoine Janton, ancien présentateur d'ITélé, devenu CNews, nous décrit les coulisses de cette émission. De ces émissions, lui-même il en a animé durant quelques années. Voilà, il rentre là-bas en 2013, je crois qu'il part en 2017, et il raconte voilà, ce qu'on lui disait, tout ça, lors d'une interview relativement longue et étoffée. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un témoignage qui m'apparaît intéressant. Merci Aizin, merci Aizin. Non mais je vais remettre ça parce que sinon j'entends pas les alertes. Puis après je couperai quand il n'y aura plus la zik. Banlieue, diagonale des faibles densités, il ne quitte plus les grandes villes boboisées. Les grandes villes boboisées, n'est-ce pas? Ça, c'est des bobos. Non, c'est bon, j'ai rien raté d'autre. Très bien, très bien. J'ai cherché des informations sur le nombre d'attaques ou d'attentats réalisés contre les forces de l'ordre. Impossible d'avoir des chiffres ou quelque chose d'un peu étoffé. Mon avis sur Thinkerview. Non, j'ai jamais rien dit sur Thinkerview, je ne me permettrai pas. Parce que je suis confraternel. Ça, vous ne connaissez pas, vous. Donc, ensuite, Le Monde, Jean Castex. Alors là, c'est un peu plus politique politicienne.
Jean Castex est à la peine. Jean Castex peine à s'imposer, à imposer son autorité à sa majorité comme à ses ministres. Le chef du gouvernement qui accuse une chute sévère dans les sondages apparaît déjà fragilisé un peu plus de 100 jours après sa nomination. Donc voilà, des nouvelles de Jean Castex. C'est un peu plus politique politicienne. Dans le même genre, j'avais François Baroin. Vous savez qu'on nous a beaucoup parlé de, éventuellement, François Baroin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand comme éventuel candidat LR à la présidentielle. On dirait que François Baroin ne va pas y aller. Et il y a tout un article, c'est les fameux portraits du canard qui sont souvent très bien faits et très bien écrits. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Le candidat espéré de la droite en 2022 se défile. Aux ennuis d'une présidentielle, il préfère sa mairie, l'Association des maires de France et ses lucratives activités dans le privé. Voilà, petit portrait de François Baroin que je vous propose également. Ensuite, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, estime que les conséquences du Covid-19 seront également énormes au plan géopolitique. L'Europe n'a aucun intérêt à mener une croisade anti-chinoise, nous dit-il. Donc, on a envie de savoir, géopolitiquement, qu'est-ce qu'on fait des espions chinois qui sont infiltrés partout, vous le savez? Vous en avez peut-être vous-même, dans votre famille, dans votre entourage? On ne sait pas. Au travail, tiens, qu'est-ce que je lis là? Vous savez ce qu'ils font les Chinois en ce moment? Attendez, j'ai lu ça dans le canard. C'était où? Sur les droits du foot. Sur les droits du foot, c'est où? Voilà, droits télévisés. Le foot français piégé par une société hispano-chinoise, qui n'est plus espagnole, parce que ça y est, elle est détenue par les Chinois, c'est bon. Redevable de 172 millions, Mediapro s'offre la protection du tribunal de commerce pour retarder le paiement des droits du foot, etc. Les Chinois sont partout, on peut en parler aussi également. Et encore, on parle même pas de Raffarin, de Borloo et autres agents chinois en France. Un stream en terrasse. Je suis pas anti-chinois, je connais moi-même. Oh non, non. Ils interdisent les expos sur Gengis Khan à Nantes. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mediapro, les pires. Bah, ils sont chinois maintenant. Ensuite, donc ça, les Français, on va commencer par ça, en fait, whatever le vote. Les Français au travail, la convivialité sous cloche. Je pense que maintenant, je vais faire des articles où je décide moi et des articles où je vous fais. Et ensuite, quand on a fait les articles que je voulais faire en prio, je vous fais voter pour éventuellement le deuxième ou le troisième article. On va faire comme ça, il y aura un peu moins de démocratie, mais il y aura les articles que je veux, au moins. Voilà. Mediapro, c'est le bordel en ce moment, ils vont faire plomber la Ligue 1. Bah c'est ça, parce que l'argent, normalement, est censé irriguer, en fait, l'argent des droits télé, que Mediapro ne veut pas payer, donc contrôlé par les Chinois, est censé irriguer tous les clubs, même les petits clubs en fait, avec l'argent des droits. Si j'ai bien compris, hein. Si j'ai bien compris le truc. Et eux, ils veulent retenir le paiement jusqu'au début de l'année prochaine, machin. Et du coup, bah, ça fout tout le monde du foot dans la merde. Voilà. On passe en République, plus de démocratie directe. Bah, c'était déjà pas une démocratie directe, c'était moi qui choisissais les articles. C'était déjà, c'était moi qui faisais l'offre. Vous choisissiez entre une offre que j'avais fait moi, c'était déjà pas la grosse démocratie. De toute façon, c'est pas la démocratie, ici c'est mon stream, c'est pas marqué le stream pour tous, le stream à chacun. Non, le stream pour tous serait très de droite, ça. Le verre était dans le fruit, c'est ça. Exactement. La Ligue 1 Uber Eats, hein, il faut le rappeler, oui, exactement. Le pire, tu fais voter avec un seul article. Ah, ça c'est bien, ça. T'as lu l'article du New York Times et de Romain Molina sur la Fédération Française de Foot? Non, je m'intéresse pas de ouf au foot, je m'intéresse aux Chinois. Mais alors le foot, non. Denis Robert a été viré par le média. Oui, je sais ça. Tous anticapitalistes. Nouvelle application lancée par Usul. Oui, vous avez vu la nouvelle appli, là, tous anti-Covid? Tous antiseptiques. Tous antisémites. Mais tu peux pas faire trop de trucs, tous anti... c'est chaud. Et c'est nul. Stop Covid, le nom était bien, quoi. Stop Covid, moi je l'utilisais le même c'était de rentrer dans mon langage courant. Je disais, oula, non, attention, stop Covid. Tu vois, comme ça, dans ces cas-là. Mais je vais pas dire, oula, non, tous anti-Covid. C'est pas ouf, ça. Les Ouïghours, on en parle, les Ouïghours?
Je vais me faire stream hack par les Chinois un jour, à force de faire ça. En tout cas, vous êtes sûr que je suis pas acheté par les Chinois, moi. Moi, je disais, c'est pas très Covid. Ouais, moi, je dis, c'est pas très Covid friendly. Il y en a, ils me disent, ils disaient, moi, je dis, je suis pas, c'est pas très geste barrière. Foutu chinois. Non, bah, c'est autorisé, foutu chinois. Pourquoi on peut pas. Ici, c'est un bastion de la résistance face aux Chinois. Voilà. Parce que moi, je sens monter les sujets là. Dans 10 ans, on parlera que de ça, les Chinois, les Chinois, les Chinois. Déjà, on en parle pas mal, mais. Voilà, et vu que j'ai un patrimoine politique déjà anti-américain, je suis anti-américain, anti-russe, anti-chinois. Je suis anti-tout, moi. Voilà, tous anti-tout. Parce que, bah oui, les Russes, c'est pour les fachos. Les Américains, bon, bah c'est pour les Américains, c'est les multinationales, les saloperies, les guerres dégueulasses. Et il y en avait, ils se disaient, bon bah Chinois alors. Non, bah moi je dis non. Moi je dis non, non, les Chinois non plus. Moi je suis pour la France, moi monsieur. Et pas n'importe laquelle. La France de la Révolution et de la Commune. Voilà. Anti-chinois donc pro-Trump. Ah bah non, bah non, bah non. Non, je suis anti tout le monde, moi. Je suis anti tout le monde. Ah non, je suis anti-Nord-Coréen. Mais non, pas pro-Nord-Coréen, n'importe quoi. Ah non, je suis anti-Nord-Corée. Anti-Corée du Nord, anti-Corée du Sud, moi. Je suis anti toutes les Corées. Un vrai français, quoi. Oui, c'est ça. Mais pourquoi anti-islam? L'islam, c'est pas un pays. Moi, c'est les pays dont je parle. Merci Ismaël Ben Kadeka. Mais non, je suis pas nationaliste. Ah, vous m'énervez. Vous m'énervez à dire des conneries. Bon, on va passer au premier article. Ça va être l'article d'Hélène Salvi pour Mediapart, les Français au travail, la convivialité sous cloche. Je vais me rouler une petite clope d'abord. Voilà, parce que je prends mon temps. Parce que après tout, il est 18h37, on a le temps. Tous anti-France. Tu es donc gaulliste. Mais non, je suis pas gaulliste non plus. Je suis islamo-gaulliste. Bon, allez, arrêtez de dire des conneries. Est-ce que les anti-chinois seraient pas les vrais chinois? Voilà, ça c'est drôle. Voilà, ça me fait rire. Est-ce que je suis no borders? Non, pas spécialement. Je suis pour la liberté de circulation. Je suis pas pour l'abolition de toutes les frontières non plus. Islamoplatiste. Anti-suisse, ça on l'a compris, oui. J'aime bien les Belges, moi, c'est tout. J'aime bien les Belges et les Portugais aussi, un peu. Tu es couvre-feuté? Ah bah oui, ah bah nous on est à Lyon. Donc Lyon, grosse métropole, couvre-feu bien sûr. Merci Zavina. 5e mois d'abonnement. Les Flamands? Ah non, pas les Flamands, non. Les Wallons. On sait qu'en vrai, ton espion chinois il t'a recruté depuis le début. Mais non! Non, au contraire. Je suis une des dernières forces de résistance en France. Enfin bon. Un modo qui utilise le message mis en avant. On est bien sur un stream de gauche. Pourquoi? Je comprends pas. C'est exactement ce que dirait un espion chinois. Bon, allez, on y va là? Oh, hein? Arrête de dire des conneries. Ça fait combien de temps qu'on y est là? Voilà, ça fait 20 minutes que j'ai allumé le truc et on a toujours pas commencé un seul article. Alors, France analyse. Alors, Étienne Salvi, merci. L'utilisateur anonyme qui a offert un abonnement. Analyse. Étienne Salvi à Mediapart, il me semble qu'elle couvre la majorité et l'exécutif. Donc du coup, elle a un peu des bails, tu vois, elle a un peu des renseignements qui viennent directement, je sais pas, des cabinets, de l'entourage, vous savez, l'entourage du Premier ministre, enfin de l'exécutif et du président, voilà. Donc du coup, comment ça s'est passé pour eux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont décidé ça? Le président a annoncé la mise en place d'un couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles où le virus circule activement, donc dont Lyon. La situation sanitaire est assez préoccupante pour limiter les réunions entre amis et en famille, mais les 20 millions de Français concernés par cette nouvelle mesure de restriction de liberté devront en revanche continuer de travailler. Hein, moi aussi, évidemment. Emmanuel Macron l'a assuré au tout début de son interview, nous n'avons pas perdu le contrôle.
Et on va couper la zik parce que quand on lit un article, on met plus de zik. C'est ça les codes ici. Alors, nous n'avons pas perdu le contrôle. Pourtant, quelque chose a bien dû être perdu pour que le président de la République annonce mercredi 14 octobre au soir la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Lille, Saint-Étienne, Rouen et Toulouse à compter de vendredi à minuit et pour au moins 4 semaines, probablement 6. Quelque chose a bien dû être perdu et sans doute faudrait-il chercher du côté des épidémiologistes qui tirent la sonnette d'alarme depuis fin août. J'aime bien parce que Hélène Salvi, en général, elle est méchante. Suivez-la sur Twitter. Elle fait pas beaucoup de tweets, mais à chaque fois, elle tweet un truc un peu méchant, je trouve. J'aime bien Hélène Salvi. Il fallait, à partir de ce moment-là, organiser la priorisation des tests, le traçage des cas contacts et leur isolement complet, indiquait récemment l'ancien directeur général de la santé, William Dabb. Je sais plus comment on fait. Si on avait réagi correctement début septembre, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, c'est fini, le virus va circuler, il y aura 2 fois plus de cas dans 2 semaines et une tension hospitalière. Or, le chef de l'État ne l'a pas caché, nos services hospitaliers sont dans une urgence qui est plus que préoccupante. Non, qui est plus préoccupante qu'au printemps. Car le virus circule. Ah oui, c'est pour ça, virus circule, virgule. Le virus circule désormais partout en France et que nos soignants sont très fatigués et que nous n'avons pas de réserve cachée en service de réanimation. Merci Moroès pour ton prime. Non, je fais pas bien. T'as dabé aussi? Tout le monde a dabé? C'est bon. La situation est à ce point préoccupante qu'elle nécessite des mesures plus strictes que celles qui prévalaient depuis le début du déconfinement. Nous sommes entrés dans une phase où il nous faut réagir, a indiqué Emmanuel Macron, en appelant plusieurs fois au bon sens de chacun et en cherchant à être le plus précis possible sur les chiffres. 20 000 cas en moyenne par jour de plus. Environ 200 de nos concitoyens qui entrent en service de réanimation quotidiennement. 32% des 10 services occupés par des patients contaminés par le Covid-19. Il a également insisté sur le fait que d'autres pays en Europe durcissaient aussi leurs dispositifs de crise. Et il y a des pays dans lesquels, ça y est, les réunions aussi privées sont... J'espère qu'elle va en parler de la complaisance de l'APIX envers Macron. Ah non, mais attends, l'APIX, je trouve qu'elle a essayé de faire des questions sociales. Hein. Moi, je l'ai vu les 2 dernières fois, elle était là pour les pauvres. Et Macron qui dit oui, bah, pour les pauvres. Allez, s'ils sont au RSA ou s'ils ont les APL, je leur file 150 balles. Ça va, 150 balles, ça va aller pour 6 semaines? Bon, c'est bon, pas non plus, y a pas de... Oh. Mais c'est elle qui avait amené le sujet, tu vois, c'est elle qui a essayé. Elle a essayé, oui, hein, on est d'accord. Moi, je l'ai pas trouvé si horrible. Paradoxalement, c'est l'APIX qui a fait le boulot. Vous avez compris la blague. Fallait regarder le truc et savoir que l'autre journaliste c'était Gilles Boulot, sinon ça marche moins bien. Je suis étudiant, donc j'aurais pas le droit aux APL en plus, donc... La Pix, je la kiffe. De toute façon, les pauvres, ils savent pas gérer leur thune. Mais c'est ça, oui, 150 € par mois, ça aurait été vachement mieux. Elle a eu une remarque sur la gratuité des tests. Ah ouais, il l'a complètement embrouillé sur le truc de gratuité des tests. Et elle lui a dit, bon d'accord, les tests sont gratuits, mais le problème c'est les délais. Il fait, attendez. Mais c'est très bien que les tests, ils sont gratuits. Parce que sinon, je vous signale que la France, nous on a fait des tests gratuits parce qu'on fait du social. Et elle était là, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était pas un reproche sur les tests gratuits, pardon. Mais, ah non, parce que moi je ne laisserai pas dire que c'était une très bonne mesure que les tests soient gratuits, machin. Il est parti là-dessus, mais c'est ouais, bon, bon, pas de bol. Bref, 150 balles, vous n'allez pas vous plaindre non plus, hein. Donc la situation est à ce point préoccupante, non ça on l'a déjà dit. Non, ça on l'a déjà dit. Voilà, les autres pays en Europe durcissaient leurs dispositifs de crise. C'est vrai qu'on a des voisins chez lesquels les fêtes privées sont déjà interdites. On parlait tout à l'heure de nos camarades apparemment au Canada, au Québec en tout cas, ils sont déjà reconfinés. Il y a d'autres pays qui sont reconfinés. Bon, voilà. Bon, l'exemple de l'Allemagne a été cité à plusieurs reprises, alors même que le pays affiche des taux de contamination, quelques 5000 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, qui sont ceux auxquels le président de la République espère retomber avec la mise en place du couvre-feu. Nous, on est à 20 000, voilà. Donc l'Allemagne, ils sont à 5000. Ce que la France enregistrait à la mi-août, hein, lorsque les courbes épidémiologiques avaient déjà commencé à s'inverser. Quoi qu'en dise le chef de l'État, les défauts manifestes d'anticipation, de préparation ou de gestion pointés par les experts qu'il avait mandatés pour évaluer sa gestion de crise n'ont pas servi de leçon. Bon, elle attaque. Hein. Elle attaque, Hélène Salvi.
Car c'est le point... Ah non, c'est pas ça. C'est notamment le cas sur la question centrale des tests, pour laquelle il a tout de même reconnu avoir rencontré de vraies difficultés, tout en nuançant cette autocritique. Je ne mettrai pas ça sur le compte de la politique de test, mais on a en effet eu des délais qui étaient trop longs, a-t-il dit, avant de détailler ce qu'il compte faire dans les prochains mois pour remédier au problème, parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins, avec ce virus. Face à l'échec de sa stratégie de rentrée, celle qu'il avait résumée par la formule « vivre avec le virus », Emmanuel Macron a donc revu sa copie. Pour 20 millions de Français, il faudra désormais se contenter de travailler avec le virus. Tu vois, l'attaque, on va plus vivre, on va travailler. Car c'est le point sur lequel le président de la République a insisté tout au long des 40 minutes d'interview qu'il a accordé mercredi soir à TF1 et France 2. Il faut qu'on réussisse à réduire nos contacts inutiles. C'est génial, parce que pour lui, ce qui est utile et inutile... c'est utile à l'économie, au capitalisme français surtout. Faut travailler, faut travailler, faut travailler. Oui, c'est ça. J'ai lu que Castex avait encore attaqué les jeunes tout à l'heure, en mode il voulait interdire les réunions privées, et notamment les soirées étudiantes qui... machin. Et ouais, ok, d'accord. Toujours stigmatisation des étudiants, parce qu'il y a des soirées de vieux, il y a des soirées belotes, on pourrait peut-être en parler. Mais non, c'est jamais de la faute des vieux, évidemment. Toujours les jeunes. C'est dur d'avoir 20 ans. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans. Et de se faire engueuler tout le temps, là. Les parties. Ça marche bien sur les vieux, cet argument. Bah, c'est vrai, il a un... Oui, Castex, moi je le fais un peu comme Fred, putain, on me l'a déjà dit. Si vous voulez, après, je vous fais un petit entraînement Castex. On peaufine mon imitation Castex. On lit l'article, puis après, on écoute du Castex pour peaufiner l'imitation Castex et qui ressemble un peu moins à JDG. Parce que imitateur, c'est un travail. Donc, je vous fais une séance de travail en live après sur l'imitation. Voilà. Ah non, mais ici, c'est le divertissement avant tout, mais teinté d'esprit de sérieux. Et vice-versa. Alors. Les étudiants pauvres sont vraiment dans la merde. Non, pas des imitations de texte. Les développeurs... Jean Castex. Et les développeurs, ils prennent de la drogue. Bon, bref. Il faut qu'on réduise nos contacts inutiles, nos contacts les plus festifs, mais qu'on continue notre vie sociale. Au travail, où on sait bien se protéger grâce au masque, à l'école, au lycée, à l'université, dans les associations. Parce que c'est la vie. Alors que la famille, le couple, je sais pas, tu vas plus pouvoir, si tu finis le boulot tard, tu vas plus pouvoir aller voir ta meuf, je sais pas, ah bah non attends, si parce que si tu finis le boulot tard, tu finiras plus le boulot tard là. Bon bref. Sans pour autant entrer dans le détail des chiffres, le chef de l'État a expliqué que ce qui fait progresser le virus relevait du cercle privé. Les parties, les anniversaires, les moments de convivialité où l'on se retrouve à 50 et 60, des soirées festives. Dans la plupart des cas, il est en réalité très difficile de remonter les chaînes de transmission. On ne sait toujours pas où les personnes se contaminent, continue de déplorer William Dab. Les données régulièrement publiées montrent que les entreprises, le milieu scolaire ou universitaire et les établissements de santé représentent l'essentiel des clusters identifiés. J'ai vu que les universités c'était premier. D'où cette réaction du chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. 60% des contaminations ont lieu au travail ou à l'école ou à l'université entre 8h et 19h. Mais Macron interdit les sorties au bar et au resto entre 20h et 6h. Bienvenue en absurdie. Ce à quoi le ministre de la Santé, Olivier Véran, a immédiatement répondu: 60% des clusters, ça signifie 10% des contaminations identifiées. Vous confondez cluster et diagnostic. Dommage de polémiquer à l'heure où nous voulons préserver l'éducation, sauvegarder les emplois et lutter efficacement contre cette épidémie dans l'intérêt des Français. En début de semaine, pour expliquer la logique du couvre-feu dont l'hypothèse circulait déjà, son cabinet confiait à Mediapart que la plupart des personnes qui entraient à l'hôpital ces derniers temps pour cause de contamination au Covid-19 affirmaient avoir participé à une soirée quelques jours plus tôt. Peut-être parce que tout le monde participe à des soirées, c'est tout, voilà. Non, peut-être pas. Ça se tient pas, peut-être ça, comme argument. En Île-de-France et dans 8 autres métropoles, la fête est donc bel et bien finie. Mais Emmanuel Macron a tout de même tenu à rassurer tous les Français concernés par le couvre-feu. Entre 2 longues soirées d'hiver, il leur sera possible de travailler. C'est même plus que nécessaire, a-t-il insisté, car notre pays a besoin de ça. Pour le moral, et puis pour financer le reste du modèle. Pour le moral, il faudra voir à quel point ces nouvelles mesures de restriction de liberté sont acceptées par la population. Pour financer le reste du modèle, les choses sont en revanche un peu plus claires. Il est hors de question d'arrêter une deuxième fois la machine économique. Ça, je vous l'ai dit tout l'été. Le reconfinement, le vrai reconfinement, celui où on arrête tous les trucs, y compris les trucs chiants.
À mon avis, c'est dead. Le MEDEF est pas pour, si tu veux. Là, on arrête tout, les trucs marrants. Voilà. On garde les trucs chiants. Alors évidemment, le moral va pas être ouf. Bonjour, j'ai besoin de voir des gens. Eh oui, rassurez-vous, vous êtes autorisé à travailler. Et si tu vas boire des coups en te déguisant en serveur? Ouais. Bah oui. Le président de la République s'est dit prêt à mettre en place des dispositifs de soutien supplémentaires pour améliorer l'accompagnement des secteurs qui seront directement touchés par le couvre-feu, à commencer par les restaurateurs, au sujet duquel il s'est senti un petit peu obligé de préciser, dans un élan de lyrisme dont il a du mal à se défaire, qu'il porte l'art de vivre à la française. Mais pour les autres, le travail se poursuit, et si possible, en présentiel, selon le vocable à la mode. Le chef de l'État a en effet confirmé qu'il ne forcerait pas les entreprises à organiser le télétravail, et pour cause, le patronat rejette toute formalisation des règles. Bon, on va pas les faire chier du coup. Si plusieurs responsables politiques ont salué avec quelques regrets les décisions d'Emmanuel Macron, comme la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, ou le député Les Républicains, Éric Ciotti, d'autres ont toutefois souligné les incohérences qu'elle soulève à leurs yeux. On nage en absurdie. Couvre-feu la nuit, mais métro le jour. Métropole fermée, mais vacances pour tous à la campagne. Rien sur le recrutement des soignants et la création de lits de réanimation. Rien pour les salaires des travailleurs, mais une énième prime du RSA. A par exemple commenté le vice-président délégué de LR, Guillaume Pelletier, qui ne parle pas du tout comme ça, mais j'essaie d'inventer des voix, voilà, pour qu'on comprenne de qui on parle. Plus occupé. Ah, je le fais pas bien lui, mais on va le faire quand même. Annie Dingo. Plus occupé à offrir des bouts de notre industrie à ses amis qu'à planifier pour tester, tracer, isoler et soutenir le personnel de santé, quoi qu'il en coûte, Macron confine les quelques heures de liberté dont disposent les Français. Le virus disparaît le matin, a également estimé le député LFI Adrien Quatennens, dont je ne maîtrise absolument pas la voix, on est d'accord. La gestion de crise économique qui découle de la crise sanitaire reste en effet inchangée. Malgré la publication de rapports montrant que les grands groupes français ont bénéficié d'aides publiques massives sans contrepartie et que les très riches sont toujours plus riches, l'exécutif refuse de remettre en question la boussole qui le guide depuis le début du quinquennat. Le président de la République l'a certifié en guise de conclusion. Il existe énormément de raisons d'espérer. Si on est lucide, collectif, uni, nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part, a-t-il indiqué. Il s'agirait donc d'apprendre à être une nation plus résiliente qui va produire de l'économie, de la vie. Mais toujours selon son propre schéma de pensée et sa façon toute personnelle de l'exprimer. Voilà. Alors, Corona Blues, la fête est finie, tiens, de Joseph Confavreux. Une décision lourde de conséquences économiques, mais aussi culturelles et psychologiques. Il est nécessaire de réfléchir à comment continuer à s'amuser, plaident ceux qui ne veulent pas se résoudre à seulement travailler et dormir. Ça a été publié hier par Joseph Confavreux. Tiens, ça m'intéresse. On va peut-être lire ça. Tiens, moi, changement de programme. Changement de programme. Liberté, égalité, pognon. Esclavage, alcoolisme et Tranxène 500. Oui, alors, esclavage, c'est l'esclavage. Il ne s'agirait pas d'employer le mot esclavage n'importe comment. C'est quand même un truc relativement particulier dans l'histoire de l'humanité et de l'exploitation de l'homme. Donc ça, c'est de l'exploitation, oui, mais c'est pas de l'esclavage. Salaud! C'est un repost d'un article. Merci Renaud Pixelou. Oula, je suis à la bourre. Non, en même temps, il n'y a pas d'horaire. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas regardé... J'avais dit que je streamais. Non, j'avais dit que je streamais pas. J'avais dit que je streamais peut-être. On regarde le planning. Le planning magique. Qu'est-ce qu'il nous dit le planning normalement jeudi? Ah ouais, jeudi, il y a marqué peut-être l'après-midi. Donc on est jeudi. Donc c'est peut-être l'après-midi. Oh, c'est la fin d'après-midi, mais c'est peut-être l'après-midi. Ah, ça y est le téléphone? Attendez, je vais regarder. C'est le vrai métro boulot dodo. Ah oui, c'est vrai, j'ai un texto. Ah, je réponds au texto. Il faut répondre au texto des fois. Il nous faut un numéro de téléphone. Hop. Hop, alors, qu'est-ce qu'on disait?
ASMR téléphone. Quel pro du T9, vous avez vu ça? Alors, c'est intéressant ça, moi je pense. Donc c'est paru hier dans Mediapart, santé, tu vois, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur notre santé du fait qu'on va pas pouvoir aller se bourrer la gueule? Ou même se réunir en famille, bien sûr, ou des choses plus... Le président l'a affirmé quasiment en ces termes. Une décision, donc la fête est finie, hein, c'était ça les termes. Une décision lourde de conséquences économiques, mais aussi culturelles et psychologiques. Il est nécessaire de réfléchir à comment continuer à s'amuser, plaident ceux qui ne veulent pas se résoudre à seulement travailler et dormir. Ce qu'on veut surtout attraper à travers cette mesure de couvre-feu, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous privés, les parties, les anniversaires, les moments de convivialité où on se retrouve à 50, 60, des soirées festives, a déclaré le chef de l'État mercredi soir en annonçant la mise en place d'un couvre-feu après 21h en Ile-de-France et dans 8 métropoles, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus. Nous republions un article paru il y a peu qui anticipait cette situation et ses conséquences économiques, mais aussi culturelles et psychologiques. C'est ça que vous vouliez dire quand vous disiez que c'était un riposte. En effet, c'est un riposte, mais vu qu'il est pertinent et que je ne l'avais pas lu à l'époque, on va le lire quand même. Abonnez-vous à Mediapart, vous voyez tous les articles pertinents qu'on peut trouver sur Mediapart, c'est vraiment zinzin, vraiment. Vraiment, c'est un journal qui fait un travail de qualité toute l'année. Bon, la recrudescence du coronavirus s'accompagne d'une montée du Corona Blues. Depuis Paris, depuis mardi, Paris et sa petite couronne ont rejoint Marseille en zone écarlate. Oui, donc c'était un riposte il y a 2 semaines en fait, il y a une semaine ou deux quand Paris et Marseille ont dû fermer leurs bars. Depuis mardi, Paris et sa petite couronne ont rejoint Marseille en zone écarlate, synonyme de fermeture complète des bars. Des métropoles, suivies depuis ce samedi 10 octobre par Lyon, Lille, Saint-Étienne et Grenoble, en attendant d'autres villes si les courbes de contamination et d'entrée en réanimation ne s'aplatissent pas prochainement. Sans aller jusque-là, la plupart des territoires ont déjà pris des restrictions visant à empêcher les rassemblements festifs ou interdisant de dépasser la présence de 30 personnes pour les mariages. Faut-il alors renoncer à sortir ou faire sienne la phrase de Samuel Beckett « Quand on est dans la merde, il ne reste plus qu'à chanter ». C'est à 21h le couvre-feu. Quoi qu'il en soit, si on se contente d'une politique de prohibition, on prépare les clusters de demain, surtout avec l'arrivée de l'hiver, avertit Éric Labbé, initiateur en 2009 de la pétition « Quand la nuit se meurt en silence », qui avait constitué un électrochoc sur la politique parisienne en matière festive. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, il y avait de plus en plus de bars qui se plaignaient de devoir fermer plus tôt, parce que des voisins se plaignaient du bruit. Et se posaient la question, est-ce que la capitale doit être un endroit où on fait la fête, où il y a du bordel, ou est-ce qu'on doit respecter les gens qui ont acheté ou qui louent un appartement très cher juste au-dessus, mais du coup, Paris risque de crever. Alors que, vous savez bien, Paris, c'est la fête. Merci, Faster Cartoon. Donc voilà, Paris... quand la nuit se meurt en silence, qui avait constitué un électrochoc sur la politique parisienne en matière festive. Beaucoup de gens ne vont pas arrêter de faire la fête et se replier dans des appartements bas de plafond et mal aérés, alors qu'on sait que les risques de contamination sont bien plus grands qu'en extérieur. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez compte que... Paris est une fête. Merci Malix. Vous vous rendez compte que en plus Paris, nous encore à Lyon, et encore, parce que moi chez moi, c'est pas assez grand pour faire une soirée, hein. Vous voyez derrière moi, enfin vous voyez pas tout, mais je suis vraiment dans un petit appart. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans des petits apparts dans ces grandes villes, et que c'est rare d'avoir des gens qui ont des apparts assez grands pour faire des soirées ailleurs que dans les bars. Et à Paris, on se retrouve beaucoup dans les bars, parce que précisément les lieux autres pour faire la fête existent peu, ou mal. Et on s'était moqué aussi beaucoup des gens qui allaient par exemple sur les bords du canal, pour boire un coup sur les bords du canal, je sais plus quel canal d'ailleurs, Saint-Martin, j'en sais rien. Mais en fait c'est des lieux où en fait les gens peuvent se retrouver sans rester chez eux, parce que chez eux c'est petit tout simplement. Chez nous à Lyon pareil, il y a, enfin voilà, 13 mètres carrés, ouais, vive la gauche. 50 à 60 pour l'anniversaire en privé, on voit dans quel type d'appartement il vit. Les Parisiens délèguent à l'espace public les lieux de rencontre, oui c'est exactement ça. Le canal de la Seine. Ouais, ici ça va être les quais du Rhône et tout, mais on peut s'imaginer que à la campagne, les gens peuvent aussi faire un barbecue dehors chez eux, dans leur jardin. Enfin, il y a d'autres manières de pas s'entasser dans des petits espaces, puis les espaces sont plus grands, il y a d'autres solutions. Dans les grandes villes, oui, pour se retrouver, on a besoin des lieux publics en fait, on a besoin des bars. Et s'ils ferment, nous, et du coup en plus ils ferment que dans les grandes villes, on est un peu dans la merde. Donc bon.
Cette figure de la nuit parisienne, donc là on parle toujours de Éric Labbé, celui qui avait initié la pétition Quand la nuit se meurt en silence, cette figure de la nuit parisienne vient de rédiger un texte devenu viral sur les réseaux, dans lequel il constate que le gouvernement a fait le choix de lutter contre la Covid-19 en triant les activités en fonction d'un critère d'utilité supposée, le nécessaire et le superflu, plutôt que sur la réalité des critères objectifs de la transmission. Les lieux de cluster sont pourtant identifiés. Le travail, l'école et les rassemblements familiaux sont les premiers d'entre eux. Mais on ferme les bars, les terrasses, les rassemblements extérieurs et on interdit la musique. À un moment, vous savez, vous n'avez pas le droit par exemple de diffuser de la musique à votre fenêtre ou dans la rue. Voilà. À un moment où l'on comprend que la pandémie n'est pas une passade, mais un état de fait qui s'inscrit dans la durée, ce choix se doit d'être interrogé. Pour Frédéric Occard, adjoint au tourisme et à la vie nocturne à la mairie de Paris, c'est-à-dire les deux activités aujourd'hui à l'arrêt, s'il faut donner priorité aux questions sanitaires, il est nécessaire de réfléchir à comment continuer à s'amuser, surtout si on doit vivre encore 12, 18 mois ou davantage avec le virus. Combattre une maladie, c'est aussi la combattre mentalement. L'interaction sociale dont la fête et la nuit font partie demeure essentielle. Et je vous rappelle que les boîtes de nuit n'ont toujours pas réouvert, hein. Toujours pas réouvert depuis le tout début de l'épidémie, mois de mars. Germain Cascales est danseur professionnel et organisateur de la Milonga El Huracan, un des bars de tango argentin très fréquentés par les Parisiens. Alors non, je vais pas faire un accent argentin, on va me dire c'est raciste. Donc c'est pas grave, on va lui faire un accent du Sud. Personnellement, j'ai arrêté de danser depuis 7 mois, à quelques exceptions près, juste en sortie de confinement, explique-t-il. Il s'agit d'une position politique, au sens où, en tant qu'organisateur de soirée et responsable d'un rassemblement sans pouvoir respecter les gestes barrières, je ne veux pas donner un mauvais exemple, car le tango est sans doute l'activité ultime pour attraper le Covid, même avec un masque et des gants, puisque cela suppose de prendre quelqu'un dans ses bras, de rester enlacé 15 minutes et par la suite de changer de partenaire. Son attitude est-elle représentative de la communauté du tango, très active à Paris ? C'est qui parle là ? C'est toujours le même ? Oui, ça doit être toujours le même. Donc ça, c'est le tango. Je sais qu'il y a toujours des événements secrets et confidentiels dont au moins un a été propagateur de la maladie avec une personne contaminant un tiers des participants. Donc je dirais qu'au moins la moitié, voire plus de mes contacts continuent d'aller danser car les gens dans le tango sont souvent addicts. Je fais partie des personnes qui, avant ces événements, allaient danser jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Pour certaines personnes, continuer cela paraît être davantage une question de vie ou de mort que le Covid. Savoir si la fête est finie doit donc... Savoir si la fête est finie, doit finir ou peut se réinventer, est donc une question à la fois sanitaire, culturelle et psychologique, mais c'est l'impact économique qui est le premier repérable. Yann est DJ et anime des mariages, principalement en Provence, Alpes, Côte d'Azur, PACA. Ah, bah lui, l'accent du coup... Ouais, je sais pas trop ce que c'était mon accent, hein. C'était un accent... on sait pas. Putain, quand vous mettez les pavés comme ça, tu veux que je lise ton pavé ? Tu m'as tagué, je vais lire le pavé. Plus on avance dans le temps et plus j'ai l'impression qu'on se rapproche de l'état décrit par Tocqueville, un état paternaliste qui s'immisce de plus en plus dans la vie privée, avec des citoyens qui en demandent un accès à plus de prestations économiques et donc d'égalité, et toujours dans un besoin de plus de sécurité même si elle est illusoire. C'est difficile de trouver ne serait-ce que quelques aspects de notre vie qui ne soient pas dictés plus ou moins au contact de l'État. Ok, libertarien. Tu mélanges plein de trucs, mais c'est d'accord si tu veux. Alors bon, le DJ là il dit quoi? Donc il sait que le set qu'il a préparé pour cette noce organisée dans un beau mât provençal à proximité d'Avignon ce samedi 26 septembre sera le dernier avant longtemps. Alors attends, comment on fait l'accent de la région PACA? C'est quoi Marseille? J'ai encore quelques dates de prévues. Mais là il est nul putain mon accent marseillais. Attends, on va essayer hein. J'ai encore quelques dates de prévues pour des soirées privées, mais ce ne sont pas des lieux faits. Non, en fait, je fais le même accent que tout à l'heure, putain. Les voisins se plaignent et il y a un risque de prendre des amendes. Une cinquantaine d'invités se trémoussent sur sa musique éclectique, démasqués dans l'immense majorité. J'ai bien travaillé cet été, mais depuis la rentrée, je n'ai plus rien, ajoute-t-il, en constatant que la plupart des mariages sont déjà reportés pendant le confinement, qui étaient déjà reportés, le sont à nouveau, annoncés au mieux pour l'été prochain. Je vais faire autre chose en attendant, de la vidéo, de la photo, explique-t-il. Pense à Raoult, mais Raoult il a pas un accent de fou. Hein. Un mât provençal à Avignon, bah je sais pas moi. Toutes les personnes de l'article sont le JDG, mais non, c'est de la glottopholie ça.
Putain, si on peut plus faire des accents, où est-ce qu'on va, quoi. Bon, bah du coup, il fait pas DJ, hein, voilà. La profession de DJ est la première touchée par l'interdiction des rassemblements festifs, bah tu m'étonnes. Qu'il s'agisse aussi bien d'animateurs de soirées privées que de stars enchaînant les clubs européens. Le milieu bruisse ainsi d'histoires racontant le sort de tel DJ, tête de file de la mode house des années 90, qui fait aujourd'hui la plonge dans un restaurant, ou celui de telle petite étoile montante retournée vivre chez ses parents. Ah oui, c'est pas très joyeux. David Asco, 42 ans, se produisait chaque week-end dans les lieux les plus réputés de France et d'Europe et devait faire une tournée de septembre à décembre pour célébrer ses 25 ans de carrière dans la musique techno. Au-delà des questions financières, psychologiquement, c'est très dur à vivre, explique-t-il. Je n'arrive pas à composer, j'ai plus d'inspiration. Ma musique est faite pour être dansée et je sais pas du tout quand sera à nouveau possible. Ça bouillonne dans ma tête, mais j'y arrive plus, quoi. On devient fou, on devient tous fous. On sait pas comment demain... Ouais, c'est ça. On sait pas comment demain va être fait. On sait pas si on va retravailler dans 1 mois, 6 mois, 1 an ou encore plus tard. Du coup, je cherche du boulot pour laisser passer l'orage et ouvrir une nouvelle étape de ma vie. Je passe des entretiens dans différents secteurs, notamment dans la restauration, puisque j'ai étudié 6 ans en école hôtelière. C'est une nécessité financière, mais bon, c'est aussi pour m'occuper l'esprit et me sentir utile. Putain, la galère, quoi. En plus, bon, le secteur restauration, c'est pas non plus le meilleur secteur en ce moment. Si on produisait un alcool pour les dépressifs, on serait sans doute moins inquiet. Bah, ça existe l'alcool pour les dépressifs, ça s'appelle l'alcool. Les DJ, notamment en musique électro, sont très rarement intermittents du spectacle, parce que le syndicat des musiciens s'y est longtemps opposé, parce que dès lors qu'ils acquièrent une notoriété, ils se déplacent partout en Europe, et donc ont tendance à davantage facturer que faire des cachets, parce qu'aussi pas mal de paiements se font au noir. La DJ et activiste queer Barbara Butch, qui a organisé des soirées sur Zoom pendant le confinement et continue aujourd'hui, a ainsi interpellé ses employeurs sur les réseaux. Après que toute cette crise soit passée et que nous recommencerons à bosser, j'espère que les clubs et organisateurs de soirées auront mesuré la conséquence que c'est de refuser de nous faire des contrats de travail ou des cachets d'intermittents, mais de préférer qu'on leur fasse des factures. Nous pousser à nous mettre en auto-entreprise, c'est nous précariser en temps de crise. Ça, c'est clair, et c'était entre autres ce qu'on disait dans l'épisode de lundi, hein. C'est parce qu'on a précarisé tout le monde que quand arrive la crise, bam, les plus précarisés sont les premiers à douiller. Please, ne l'oubliez pas pour la reprise et soutenez les DJ et tous les artistes de la nuit qui sont de plus en plus en galère dans cette crise du monde de la nuit. Oui, parce que faire des cachets d'intermittents, ça permet que quand tu bosses pas, après si t'as ton statut, et ben le statut compense ce que t'as pas bossé. Pour Frédéric Hoccard, les mécanismes de protection qui existent pour la culture s'appliquent plus rarement car il reste une difficulté à considérer la nuit comme un lieu de culture, ainsi que l'a encore montré la déclaration cet été de Roselyne Bachelot, donc toujours culture bourgeoise, culture populaire, là en l'occurrence on pourrait dire aussi culture bourgeoise pincée et culture festive, donc ça c'est pas de la vraie culture. Roselyne Bachelot, lorsqu'elle a été interpellée sur la fermeture des clubs, a expliqué que la nuit relevait du ministère de l'Intérieur. Waouh, c'est chaud. Oui, elle a dit please, la dame. C'est chaud, non, la nuit, ça relève pas du milieu de la culture, ça relève du ministère de l'Intérieur. Ok, la droite. Administrativement, c'est exact, et on ne lui demande pas de gérer une boîte de nuit qui passe des tubes de l'été, mais la nuit sont aussi des artistes, parmi lesquels David Guetta, qui est le musicien français qui vend le plus à l'étranger, sans parler de Johnny, qui a commencé sa carrière dans des boîtes de nuit. J'ai un statut d'indépendant, précise David Asco. J'ai donc eu le droit à une aide de l'État à ce titre, de 1 500 €, mais ça fait pas beaucoup quand on a comme moi beaucoup sacrifié et travaillé de très longues années pour arriver aujourd'hui à partager les affiches et scènes avec des DJ qui m'ont fait rêver quand j'étais adolescent. Au-delà de mon cas, c'est tout un écosystème qui s'effondre. Les graphistes, les équipes de communication, les techniciens lumière, son, les patrons de clubs, festival club, les personnels de bar, du vestiaire, les programmateurs, les agents d'artistes qui travaillent avec nous, on se sent complètement abandonné. La population ne se rend pas compte de la détresse dans laquelle on se trouve. La plupart des gens ont repris le chemin du travail, nous, non. C'est comme si on était encore confinés, à l'arrêt. Ouais, c'est chaud. Faux, 38 ans, bénéficie lui du statut d'intermittent et de l'année blanche donnée à ces derniers. Il est compositeur au sein du groupe Da Tricaz et produit une musique située entre le rap et la musique électronique. Il fait des concerts en club ou dans les salles de spectacle partout en France, et ce depuis maintenant 12 ans. Son groupe avait sorti un album juste avant le confinement et a eu le temps de faire un premier concert à Rennes, puis tout s'est arrêté. La tournée de l'album a été annulée, on ne sait pas si on aura la possibilité et l'envie de reprendre plus tard. Dit-il, on a la chance d'avoir d'autres revenus puisqu'on a un studio où on fait de la musique pour les jeux vidéo, de la pub ou du sound design. Depuis le confinement, vu qu'on a un pied dans la musique électro et le rap, on produit davantage des rappeurs qui sont beaucoup plus streamés que la musique électronique et peuvent parfois vivre sans quasiment faire de date, ce qui n'est pas le cas pour les musiciens électro. Oui, c'est logique, oui. Remets ta mèche. C'est logique. Ah, Datricas, c'est bien. Orusa, il dit c'est bien. Je sais pas, moi je connais rien, vous savez, moi la culture. Quand j'entends culture, je sors.
Germain Cascales a, lui, perdu environ un tiers de ses revenus liés à l'organisation de Milongas et au cours de tango qu'il donnait jusqu'à la semaine dernière avant l'annonce de la fermeture des salles. Mais contrairement à d'autres, j'ai la chance d'avoir un autre métier, de technicien plateau de théâtre, pour diversifier l'origine de mes revenus. Ah bah très, il y a eu du pif parce que le théâtre aussi se porte fort en ce moment. L'écosystème de la fête est large et les professions concernées par les annulations, les reports ou les renoncements sont nombreuses, du tourisme aux producteurs de vin. À Villers-sous-Châtillon, dans la Marne, dans les territoires argilo-calcaires de la rive sud de la vallée de la Marne, la famille Lemaire produit depuis 3 générations un excellent champagne qui a la spécificité de refuser la fermentation malolactique, un gage de fraîcheur et la possibilité de stocker plus longtemps le vin. Très bien, bah ça je ne connaissais pas du tout. Très bien. Bonjour les gens, bonjour les gens. Je sais pas, il y a des gens qui se disent bonjour là. On va parler du champagne. Apparemment, les ventes de champagne, c'est pas ouf non plus parce que le champagne, c'est la fête. Et bon, moi, je fais pas mal de fêtes, mais peu de champagne. Mais bon, j'imagine que voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent, hein, eux, les Lemaire? Ils disent, mais sans vouloir passer pour un défaitiste, on peut déjà estimer notre perte de chiffre d'affaires à environ 50% sur l'année. Analyse Guillaume, l'un des fils de la famille. On a fait un bon mois d'août grâce aux Belges et aux Hollandais qui ont vidé leur stock pendant le confinement et sont venus refaire le plein. Mais je pense pas que la Champagne, qui écoule en moyenne 300 millions de bouteilles chaque année, dépassera les 220 en 2020. D'accord, donc ça fait quand même une bonne perte. La maison Roger Constant Lemaire vend en général 60 000 bouteilles par an. Un chiffre qui peut monter à 80 000 les très bonnes années, il suffit de gagner une Coupe du Monde ou un truc comme ça. 2 tiers sont consommés en France. Le reste à l'export, quand même 2 tiers en France. Mais remarque, à l'export c'est pareil, ils font aussi moins la fête dans les autres pays. Quoi, allô? Merci, et Baby Glass. Quoi, allô? Salaud! Les champagnes certes, mais n'oublions pas l'opéra. N'oublions pas le caviar et les homards. Comment se porte la vente de homards? Donc, bon, il dit quoi lui? Il dit on peut tenir... Mais je pensais pas qu'il y avait de... Je pensais qu'on exportait plus que ça, mais c'est vrai que le problème est pareil à l'étranger, du coup. Eux aussi, ils font moins la teuf. Et faire la fête, on peut tenir cette année sur nos réserves, mais ça passera pas si ça reprend pas l'année prochaine, hein, parce que les factures et les charges écrasantes de la MSA, la mutuelle, la sécurité sociale agricole, s'accumulent avec les autres impôts. Enchaîne Guillaume. Les États-Unis se sont complètement fermés, on n'a pas vendu une seule bouteille, alors qu'en fait, on fait en général partir un container de 5000 bouteilles. Bon, on vient d'envoyer 2 palettes en Italie pour reconstituer les stocks des cavistes et des restaurants, mais vont-elles être consommées? Ce qui est déterminant, c'est pas la première commande, c'est la deuxième. Or, constate-t-il, les gens n'ont plus envie de faire la fête, ils sont moroses. Tout ce qui se passe en ce moment agit sur leur esprit. Le champagne est une boisson associée à la fête. Si on produisait un alcool pour les dépressifs, on serait sans doute moins inquiet. Ah, c'était ça. C'est quoi les alcools pour les dépressifs, selon vous? À quoi ils se pètent la ruche, les mecs tout seuls chez lui qui dépriment? Les mecs et les meufs, d'ailleurs. Au vin? Vous savez, vous? Le gin? Ah, le gin, ça fait dépressif? Le vin blanc, la vodka, whisky, la suze... Ah, là, vous avez des réponses, hein, ce chat de poivreau. Le pastis... Le rhum, des réponses très différentes, hein. Alors vous c'est tout, en fait vous prenez tout. En tout cas c'est pas le champagne c'est festif. Est-ce que le whisky, le bourbon, le bourbon c'est pas bon. Là, je suis pas très bourbon moi, le truc avec du maïs là. La bœuf, ah oui mais la bœuf c'est compliqué aussi. Au Ricard. Moi je me la mets avec l'alcool à 80. Beaucoup de dépressifs, ouais, beaucoup de spécialistes de la dépression et de l'alcool dans ce chat. Soutien à tout le monde. Merci Hadès le baroudeur, putain, je commence à mongoliser. Le champomy, en tout cas c'est pas le champagne. Hein. Si on boit du champagne quand on est dépressif, on devient dépressif et pauvre. Non, parce que pour boire du champagne quand t'es dépressif, faut déjà être riche, avoir ta carte de riche à la base, quoi. Et du coup... Tu deviens ce fameux cliché du oui, je suis riche, mais je suis tellement malheureux. La sapinette. Le gel hydroalcoolique. Bon, allez, ça suffit, arrêtez de dire des conneries. Ce qui pouvait être considéré comme superflu pendant quelques mois ne l'est plus. En sus de conditions matérielles fragilisées, domine chez les acteurs de la fête le sentiment d'être considérés comme des professionnels négligeables et négligés par la solidarité nationale. C'est vrai que du coup, c'est tout un secteur qui est perçu comme... superfétatoire, superficiel, enfin dont on pourrait se passer, quoi. C'est pas un secteur central pour Macron en tout cas c'est le premier sacrifié, quoi. J'ai été blessé d'entendre... Ah oui non, David Asco, ça c'est le DJ. J'étais blessé d'entendre dire et de lire qu'on n'avait pas de vrai métier et qu'on était des saltimbanques.
déplore David Asco. On a le sentiment d'être laissé sur le côté au motif qu'on n'aurait pas des métiers essentiels, qu'on serait pas indispensables. Mais historiquement, si on regarde ce qui s'est passé après la Première et la Seconde Guerre mondiale, la fête, le spectacle et la culture ont été essentiels pour sortir de la crise et donner au pays l'envie de revivre. Hein, on se retrouve dans une crise sociale, sociétale et financière et pas seulement sanitaire. La fête pourrait redonner le sourire aux gens, un lien social indispensable et leur fournir autre chose que des informations anxiogènes. Davantage encore que du désintérêt, c'est de la désapprobation que ressentent beaucoup de professionnels. On a l'impression de revenir 10 ans en arrière. Juge Éric Labbé. Ah oui, c'est celui qui avait fait la pétition. On avait réussi, notamment après l'ère Sarkozy, marquée par la chasse au free party, à faire en sorte que la fête soit défendable culturellement. Et on revient à l'idée que l'hédonisme c'est mal. Comme lorsque BFM s'attarde à filmer les jeunes qui se rassemblent sur le canal Saint-Martin à Paris après 2 mois de confinement. Pour Frédéric Ocard, à l'occasion de... C'est vrai qu'il y a un truc aussi générationnel. On est gouverné par des vieux. Les vieux, ils font moins la fête. Donc, on attaque la fête, quoi. C'est vrai. Pour Frédéric Ocard, à l'occasion des mesures sanitaires qu'il est nécessaire de prendre, se glissent des retours d'un ordre moral. Que ce soit avec l'arrêté du préfet de police de Paris interdisant de diffuser de la musique la nuit, même chez soi, ou sur l'alcool interdit après telle ou telle heure sans réelle connexion avec la circulation du virus, même si évidemment l'ivresse à plusieurs est un facteur de risque, il y a une stigmatisation de la vie nocturne, de la fête, des jeunes. Ça, je suis quand même assez d'accord. Les boomers veulent pas boomer, c'est vrai. Les boomers veulent qu'on arrête les booms. Mardi dernier, 6 octobre, le Parisien titrait ainsi sur « Ces fêtes clandestines où se propage le Covid-19 ». Je entends de la merde, le Parisien. Le télégénique médecin épidémiologiste Martin Blachier aligne les plateaux pour expliquer qu'il s'agit d'un virus de la fête. Quant à la préfecture du Morbihan, elle a pris un arrêté interdisant non seulement la tenue de rassemblements festifs à caractère musical et à diffusion de musique amplifiée sur l'espace public, quelle que soit leur origine, mais aussi la circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation festive à caractère musical. Quoi ? On n'a même plus le droit de déplacer une enceinte, hein. Ok, déclenchant un tel tollé parmi les musiciens bretons qu'elle a dû rétropédaler en précisant que le transport des instruments de musique devenait bien légal. Bah, mais les enceintes. Ça va beaucoup trop loin, juge David Asco. On interdit la danse, on interdit la diffusion de musique dans la rue. On a l'impression d'être des pestiférés, c'est disproportionné. Ici, c'est du tout répressif, hein. Point barre et point de barre. On crée un climat de peur, affirmant que tout cela serait à la fois dangereux et facultatif. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, quelle que soit la musique. Du rock, du jazz, du tango, de l'électro, mais aussi quel que soit l'âge. J'ai vu passer sur les réseaux des messages réclamant le retour des thés dansants. La musique, dans sa diversité, réunit toute classe d'âge et sociale. Non seulement il est possible d'être prudent et de faire la fête, mais on stigmatise la fête bien davantage que d'autres lieux de contamination, comme les entreprises ou les transports en commun, par exemple. Je le fais bien, hein, le gars, il est vénère, tu vois. Est-il vraiment nécessaire d'écouter de la musique, hein ? Ou de danser, de retrouver ses amis, de rencontrer de nouveaux amis, de tomber amoureux, de parler jusqu'au bout de la nuit, de refaire le monde, interroge dans son texte Éric Labbé. À toutes ces questions, le gouvernement a répondu sans discussion, par la négative. Alors vous voyez, l'été dansant, je n'aime pas ça. Les enceintes, ça me donne mal à la tête. Donc, pour lui, il n'est pourtant pas possible de vivre en se contentant de travailler et de dormir. On ne réduit pas une société entière à des fonctions utilitaires, ou alors pas longtemps. Avant d'ajouter, si une telle politique avait miraculeusement le pouvoir de venir à bout du Covid sur un temps raisonnable, nous aurions toutes et tous emboîté le pas. C'est même exactement ce que nous avons fait pendant le confinement du printemps. Mais il se trouve que nous savons aujourd'hui que ce ne sera pas le cas. Qu'il ne s'agit pas simplement de supporter un schéma sinistre pendant quelques mois pénibles, mais bien au contraire d'accepter le virus comme une composante pleine et entière de nos sociétés sur le temps long. Dès lors, ce qui pouvait être considéré comme superflu pendant quelques mois ne l'est plus. Mais peut-on vraiment faire la fête sans accroître démesurément les risques de transmission du coronavirus ? On peut pas imaginer une fête électro comme avant, hein, c'est irréalisable, répond David Asco. Mais on peut essayer de nouveaux formats. Éric Labbé abonde. Ah, c'est difficile, mais on peut réduire les risques pour ne pas que tout devienne clandestin et encore plus contaminant. Par exemple en étant extrêmement vigilant sur le port du masque en station debout, en limitant strictement la consommation de boissons aux personnes assises, et en donnant les boissons derrière une ficelle plutôt que derrière un comptoir sur lequel les gens s'appuient. Une ficelle ? Ah, j'ai compris. Ah oui, pour pas que les gens s'appuient au comptoir et touchent le comptoir, de toute façon, il n'y a plus de service au bar. Hein. Même quand les trucs étaient ouverts, il n'y a plus de service au bar.
Justement pour que les gens restent à leur table et viennent pas se mélanger au bar, toucher le bar, etc. quoi. Non, la ficelle, c'est, tu sais, tu mets une ficelle, un cordon, comme un cordon que tu mets devant le bar pour que les gens n'aillent pas jusqu'au bar. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus de service au bar. Et en exigeant de laisser le mail ou le téléphone pour pouvoir prévenir tout le monde en cas de personnes positives. Et ça, je suis désolé, mais ils le faisaient en Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon. Le truc de tracer, machin, tout ça, de laisser ton numéro, d'être... alors que ce soit avec une appli ou avec des formes un peu plus artisanales, ça c'est ce qu'ils avaient fait dès le début en Corée du Sud, il me semble. Hein, et c'est comme ça qu'ils ont tracé, dépisté, machin. Et nous, on est en train de commencer à le faire. En octobre. Donc le mail, en exigeant de laisser le mail ou le téléphone pour pouvoir prévenir tout le monde en cas de personnes positives. Voilà, là maintenant il y a ça dans les restos. Et à Taïwan, n'en déplaise à Jean-Luc. D'accord. Aux États-Unis, explique Faux, ils font des festivals dans des drive-in où les gens clubent dans leur voiture. Bon je pourrais trouver ça assez drôle une fois, mais pas dans la durée. Dans le fond, c'est bizarre. Hein. Je pense que certaines musiques, certaines scènes vont mourir et renaître sous d'autres formes. Pour Frédéric Ocard, une des pistes principales se situe sur le développement du plein air, auquel la ville de Paris réfléchit depuis des années, en ouvrant de nouveaux lieux, de nouveaux espaces. C'est comme ça que le monde de la nuit et de la fête a pu réagir cet été en organisant plein d'événements responsables, légaux, comme Border City, au Dock de Paris, ou illégaux, comme au Bois de Vincennes. Mais il me semble que, davantage que d'autres, le monde de la nuit a su faire preuve d'inventivité. C'est vrai que du coup, l'idée que ce soit en milieu ouvert... vous savez, on insiste beaucoup sur l'aération, machin, tout ça. Le fait que ce soit en milieu ouvert fait qu'il y a moins de contamination par gouttelettes dans la pièce qui reste dans la pièce, quoi. Certains établissements explorent des choses. C'est pour ça, moi, faites des bars ouverts, des bars entièrement ouverts. Le problème, c'est que là, c'est plus la bonne saison, quoi. Certains établissements explorent des choses. Les bains, à Paris, font le choix de reconvertir les espaces de danse en lançant un nouveau concept baptisé les bains confidentiels, qui permet, puisque la piste de danse est encore fermée, de réserver pour des dîners privés dans le club ou même au fond de la mythique piscine vidée pour l'occasion. La Gaîté Lyrique, dans le 3e arrondissement de Paris, cherche, elle, à s'adapter à la situation sanitaire en réinventant notre façon d'écouter la musique ensemble et propose des lives électroniques à 360 degrés en live stream et des concerts expérimentaux dans le noir pour une jauge très limitée. Mais ouais, ça, faut contourner pour permettre d'accueillir des gens, quitte à accueillir moins de gens. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec moins de gens ? On peut transformer un peu le lieu et proposer d'autres expériences. Mais au-delà de ces quelques exemples, les acteurs et les participants de la fête oscillent pour la plupart entre dépression et transgression. Germain Cascales explique ainsi que dans la communauté du tango, il y a beaucoup de débats et quelques engueulades entre celles et ceux qui défendent de la liberté de pouvoir avoir de la joie, du plaisir et une vie sociale, tandis que ceux qui soutiennent le point de vue de la patience et de la nécessité de faire preuve d'esprit collectif en ne se voyant pas. Avec la prohibition de la fête, les gens redécouvrent ce qui va avec, la clandestinité et la délation. C'est vrai qu'il y a toutes, si je dis pas de conneries, hein, mais les melungas, là, les belugas, là, ça a été aussi pendant la dictature argentine des clubs de tango qui étaient secrets, qui étaient illégaux, qui étaient fermés. Et les écoles de tango ont été aussi des lieux où on pouvait se retrouver contre le pouvoir aussi, finalement, vu que le pouvoir était contre le tango. Si je dis pas de conneries, hein, mais il me semble avoir lu ça quelque part. Les milongas, les belugas, non, c'est pas les belugas. Les milongas. Vive les fêtes clandestines. Bah oui, non, mais... non, déjà, hier, on me parlait de ça, quand on me disait, va y avoir des fêtes clandestines, machin... Le problème, c'est que, est-ce que je vais être invité, moi, aux fêtes clandestines ? Je sais pas. Invitez-moi aux fêtes clandestines, s'il vous plaît. C'est, même si je viens pas, tu vois, c'est juste pour me sentir cool, tu vois, dans le groupe des cools qui vont aux fêtes clandestines, tu vois, je suis un cool kid, merde. Ces 2 dernières semaines, 2 milongas, putain, c'était marqué devant moi en plus. Ces 2 dernières semaines, 2 milongas ont dû fermer suite à une intervention ou appel de la police. Mais tout en assumant ma position d'abstinence, alors que je suis très impliqué dans le milieu, je respecte que pour certains, aller danser demeure une priorité. Mais oui. Pour Faux, l'envie des gens de sortir est énorme. On reçoit des messages privés de personnes qui veulent revenir à nos concerts de partout dans le monde, mais en dépit de cette envie, il y a des choses à ne pas dépasser en ce moment. On se doit d'être responsable. Je pense pas que beaucoup d'organisateurs de soirées vont prendre le risque de se faire de l'argent sur des gens qui pourraient mourir. Le 11 mars dernier, lors de la journée d'hommage aux victimes du terrorisme, le président de la République avait affirmé « Nous ne renoncerons à rien. Surtout pas à rire. Surtout pas à chanter. Surtout pas à penser. Surtout pas à aimer. Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été. » 5 ans après le bain de sang commis par Daesh au Bataclan et aux terrasses des cafés parisiens, c'est une nouvelle menace qui pèse sur cette part de l'esprit français. Ouais, c'est chaud. C'est vrai que si ça traîne, s'il y a pas de...
Encore SMS? Tu le fais de mieux en mieux. Apéro à la maison demain à 19h30. Mais là, je peux pas, j'ai un anniversaire. Du coup, voilà, tout s'est bousculé, là. Du coup, tout le monde veut faire soirée demain parce que soirée demain, quoi. Bah oui, mais non. Putain, et pourquoi il m'appelle? Bon, bah c'est trop tard. Bah non, demain, c'est pas clandestin, on a le droit. Encore demain, on a le droit jusqu'à minuit. La comparaison avec le terrorisme, je sais pas si c'est pas un peu facile. Bah non, mais c'est sur le discours. Tu vois, à un moment, la fête, c'est considéré comme dispensable, superflu, superficiel et dangereux. Enfin, surtout, ouais, dispensable, inutile. Il est question d'activité utile et d'activité inutile. On supprime la fête comme activité inutile, alors que à d'autres moments, la fête, ça a été, c'est ce qui est l'âme française. Donc, faudrait savoir, quoi. C'est vraiment à deux vitesses, quoi. On voit bien que c'est pas les mêmes logiques. Après, t'as le droit, faut juste pas sortir avant 6h. Non, non, mais demain soir, c'est bon. Demain soir, attendez, demain on est vendredi, oui, demain soir, c'est bon, il n'y a pas encore le couvre-feu. Salaud. Merci, Biche. Pour ton 16e mois, t'es là depuis longtemps, toi. Merci, Biche, pour ton prime. J'espère la fête des Lumières s'est annulée pour la vie. Je suis d'accord. Dans la ville de Lyon, j'ai organisé la fête des Lumières. Putain, Gérard Collomb. On lit quoi derrière? On lit quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Jusqu'à minuit demain, fais gaffe. Ah oui, mais oui! Putain, faut qu'on commence tôt. Faut que je lui dise. Faut que je le dise à Walid. On commence tôt. Merci Facstate. Bah oui, parce que sinon on va pas pouvoir rentrer. Ah, l'entraînement Castex. Oui, c'est vrai, on va faire l'entraînement Castex. Attendez. Parce que mon imitation de Castex, en fait, je vous explique. Je l'avais chopé, franchement. À force d'écouter j'avais dû écouter du Castex pour une émission et tout. Et je commençais à l'avoir chopé. Ça ressemble à peu près à ça dans les territoires. Voilà, il y a un truc comme ça. C'est pas exactement le JDG. Vous voyez, il y a les différences. C'est pas exactement le JDG. On est d'accord? Ça, c'est ma base. Mais je veux voir si je peux pas aller mieux. Non, mais c'est mieux que... C'est pas JDG. Ah, elle est pas mal. On a une base. Voilà, bah on peut la... Mais non, c'est pas Maïté. Mais non, c'est la base. Donc on va regarder si on peut l'affiner en réécoutant du Castex. Et en reprenant les phrases vraiment une par une. On va regarder le replay de ce midi, voilà. On va regarder le replay de ce midi. Enfin, c'était ce midi, c'était quand? C'était tout à l'heure, quoi. C'était le 15. Alors, Jean Castex. Alors, il y a un truc qui est important, c'est... fait les territoires. Et avoir un truc bizarre, là, comme ça. Vous allez voir, il y a un truc comme ça qu'il faut choper. Le timbre, j'aurais pas mieux. On va partir sur ce timbre-là. Et alors, vous voyez la différence entre Jean Castex qui fait en partenariat avec les préfets et les territoires. Non, et les territoires... Putain, merde. Il roule pas les R, c'est là où je me plante. Les territoires... Oh putain. Alors que JDG c'était ils ont pris de la drogue. Vous voyez, c'est pas la même voix. Je fais pas le même truc. Moins nasal, ouais. Alors. Je vais enlever le masque. Un masque. Bon. Bien, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons cet après-midi pour vous présenter le détail des... Ah mais là il gueule pas, je préférais quand il gueulait. Attends, j'avais trouvé un bon sujet où il gueulait un peu plus. Peut-être à l'Assemblée. Parce que là il est plus calme quand même. Castex, Assemblée, je vais mettre Assemblée. C'est plus marrant s'il gueule un peu. Tiens, sa déclaration de politique générale. Crispe, Voilà. et qui parfois se désespèrent. Se désespère. Depuis bien trop longtemps. Une France où, à tout le moins, une partie d'elle à tout le moins, qui se trouve gagnée par la peur du déclassement. du déclassement. Une France qui se sent parfois abandonnée. Abandonné. Oui, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. Non, loin. France des banlieues. Pour compte. Non, mais voilà, on va rester sur... Bon, bref. Moins fort l'accent. Mais non, mais c'est une imitation, c'est une caricature, c'est pas la vraie voix qu'il faut faire. Twitch me harcèle pour dire que je suis abo. D'accord, bah très bien. Merci.
Usul qui fait les bacs et dans toute la diversité des territoires. Ouais, mais on va faire ça, hein. On va garder ça, on va dire que ça va être la base, c'est une bonne base. Il faut travailler ton Castex encore et encore avec la majorité et les territoires. Voilà, mais virer Canteloup, merde. Il y a un petit côté chevalier du fiel. Mais non, bon, ouais, il est bien. De toute façon, il va rester 6 mois. Mais oui, bah alors c'est ce qui se dit. Justement, tiens, Jean Castex a la peine. Jean Castex peine à imposer son autorité à sa majorité comme à ses ministres. Et puis, il y a une mélodie aussi. Il faut choper une... Ça, c'est... Tu sais, il faut choper la façon qu'ils ont de... Par rapport à Gérard, il y a de la marge. Ouais, c'est ça. Le chef du gouvernement qui accuse une chute sévère dans les sondages apparaît déjà fragilisé après un peu plus de 100 jours après sa nomination. Un article du Monde par Alexandra Lemarié et Olivier Faye. Et oui, la mélodie, la chanson, voilà. La prosodie, c'est ça le nom scientifique. Merci pour cette prosodie, ces petits indices qui permettent de reconstituer une voix et de reconstituer l'identité de nos territoires. Voilà, c'est ça. L'accent rugbyman, ouais. Le rugby, ça c'est l'accent des rugbyman. Ça devient Michel Galabru. Ah, Micruchot. De mieux en mieux, bon ça va, les territoires, ça suffit avec les... C'est pas moi qui insiste avec les territoires, hein, c'est Castex. Il était haut dans les sondages? Ah bah au début, oui. Ah bah oui. Ouais, Édouard Philippe, moi j'arrivais pas à l'imiter, je voyais pas ce qu'il fallait choper pour faire Édouard Philippe. Mais au pire, si t'as pas le timbre, t'essayes au moins d'avoir la prosodie, quoi. Mais j'arrivais pas, en plus, le gars il est du Havre, moi je suis normand, donc j'arrive pas à identifier ce qu'il y aurait de normand dans la manière dont il parle. Ça ressemble pas du tout à la voix du gars d'Among Us. Quoi? Je comprends pas. Alors, Jean Castex, gouvernement Castex. Un usul malin. Mardi 15 septembre, petit déjeuner de la majorité à Matignon. Tous les chapeaux à plumes, du patron des députés macronistes Christophe Castaner, au délégué général de La République En Marche Stanislas Guérini, en passant par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, sont présents. L'heure est au règlement de compte entre les responsables de LREM et ceux du MoDem. Donc petit déjeuner de la majorité. Je crois qu'on bouffe bien au petit déjeuner de la majorité. Pierre Persson, alors numéro 2 du parti présidentiel, reproche sèchement au chef de file des députés MoDem, Patrick Mignola, d'avoir contribué à diviser la majorité. Pierre Persson, c'est celui qui s'est barré. Il est récent l'article? Attendez. Parce que Persson, il s'est barré, on est d'accord? Oui, il publié le 13, donc publié avant-hier. Donc c'est bon. Pierre Persson, alors numéro 2, voilà. Donc, bah oui, mais là ça se passe le 15 septembre, donc c'est avant que Pierre Persson se barre, je crois. Petit déj de la majorité, ça pue le bourgeois. J'ai oublié l'existence d'Edouard Philippe. Merci Migraine Farmer. Ah, j'ai compris la blague, Migraine Farmer. Donc voilà, Pierre Persson, il reproche alors au chef de file des députés du MoDem, donc MoDem c'est ceux de François Bayrou, hein, c'est pas ceux qui sont directement en marche, Patrick Mignola, d'avoir contribué à diviser la majorité. Donc Persson reproche au MoDem d'avoir divisé la majorité. Merci Petite Nausicaa, merci Petite Nausicaa. Pierre Persson, il était membre de la direction du parti En Marche. Du parti. Enfin du mouvement. Il me semble, si je dis pas de conneries. Et il était numéro 2 du parti présidentiel, oui c'est marqué là. Donc, on reproche sèchement au chef de file des députés de la majorité, du député MoDem Patrick Mignola d'avoir contribué à diviser la majorité. Ce dernier réplique vertement. Tout le monde regarde au bout de ses chaussures. Jean Castex, qui affirme pourtant sa volonté de jouer pleinement le rôle de chef de la majorité, reste impuissant. Il voyait le ton monter autour de la table et regardait passer les balles sans intervenir. C'est vrai qu'il n'avait pas d'autorité, quoi. Là, c'était des vieux comptes qui se réglaient entre des mecs d'En Marche et des mecs du MoDem. Et lui, il est arrivé en cours de route, voilà. Fondateur des JAM, ouais, il y a toute la génération des jeunes avec Macron, Pierre Persson. Autour de Pierre Persson, d'ailleurs. Merci Caspier56 pour ton prime. Merci aussi la Crèmerie Radio. Merci la Crèmerie Radio. Un peu plus de 100 jours après sa nomination à Matignon, le Premier ministre se retrouve déjà fragilisé. Il peine à imposer son autorité à sa majorité comme à ses ministres. En dépit de ses réticences... Alors ça, c'était dans le Canard aussi aujourd'hui. Attendez, je vais vous trouver ça.
Dans le Canard aujourd'hui, il disait ça aussi. Vraiment, tout le monde s'en branle de Castex. Castex, voilà, un petit entrefilet là. Castex déjà cressonisé, en référence à Édith Cresson, qui était la première ministre, une première ministre sous Mitterrand, qui n'avait pas non plus énormément eu d'autorité sur ses ministres et qui n'avait pas non plus une cote de popularité de malade. Et en même temps, c'était la première femme Premier ministre de la Ve République, si je dis pas de conneries. Alors je vous lis juste ça c'est plus récent, ça date d'hier du coup. La mode a été lancée par l'un des principaux ministres du gouvernement et elle fait actuellement fureur parmi ses collègues, taper sur le Premier ministre Jean Castex. Et chacun d'en rajouter, en privé évidemment, dès que l'occasion de croiser un journaliste politique se présente. On a Cresson à Matignon et il va s'user aussi vite qu'elle. Ou, avec Castex qui n'écoute personne, le tout allégo s'est installé à Matignon. Ou encore, Macron s'est convaincu que le côté province et bon sens de Castex allait payer dans les sondages, il y plonge déjà. Ou enfin... on a un psychorigide à Matignon qui adore faire des crises d'autorité. Et ça, c'est que des ministres. Mais oui, c'est que des ministres, ça, qui disent ça. Donc tous les ministres le fument, déjà, sympa. Castex lui-même ne se fait d'ailleurs guère d'illusions sur l'affection que lui portent bon nombre de ses ministres. Lors d'une réunion la semaine dernière avec des dirigeants de la majorité, il a ainsi laissé tomber au détour de la conversation « Ça va être de plus en plus dur à mesure qu'on va s'approcher de la fin du quinquennat, parce que chacun... au gouvernement ou à l'Assemblée, veut s'inventer un titre de gloire. » Une poussée de pessimisme à laquelle des journalistes ont aussi eu le droit lors d'une rencontre privée avec le Premier ministre. « Je n'ai pas demandé à être là, et je me doutais bien que je n'aurais pas de chèque en blanc. » Avant d'ajouter « Je sais que l'on me reproche d'être un peu vieux jeu, mais je pense qu'être vieux jeu, c'est être moderne. » Une réflexion d'une folle originalité qui va sans doute aider à faire remonter la cote du Premier ministre, tant au gouvernement que dans l'opinion. Être vieux jeu, c'est être moderne. Et oui, fallait l'imaginer celle-là. Orwell revient, ils sont devenus fous. Et vous voyez, maintenant je peux vous faire Castex là. J'aurais pas mieux que ça, je pense. Donc bref, un peu plus. Donc il est déjà fumé parmi les ministres et en plus. En plus, sa cote de popularité baisse alors qu'elle était haute au début, mais tu sais, comme chaque nouveau fusible que tu mets, les gens le connaissent pas, ils se disent « Oh bah il a l'air sympa », puis au bout d'un moment, bah c'est bon, on a fait le tour, quoi. En fait, c'est un Premier ministre. Ça fait réfléchir. Donc, en dépit de ces réticences, les députés LREM ont approuvé le 8 octobre un texte allongeant le délai d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Alors oui, voilà. Parce que le problème, vous avez compris ça, il y a un petit groupe... qui s'est barré d'En Marche, qui a créé son propre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité, dans laquelle on va retrouver Mathieu Orphelin, je crois, Delphine Bateau, quelques autres. Alors elle n'était pas en marche, mais enfin bon, ils se sont rassemblés, ils ont réussi à être assez nombreux pour faire un groupe parlementaire. Paola Forteza, voilà, quelques autres. Et c'est eux qui ont fait passer l'allongement, ils ont proposé à l'Assemblée l'allongement de la durée du congé paternité, d'IVG, putain, je confonds. Mais il y a eu ça aussi, mais c'était parce que les deux, c'est eux, je crois. Hein. Ou alors je dis des conneries. Il y a Villani aussi dedans, oui, je crois qu'il y a Villani. Ils ont approuvé un texte allongeant le délai de l'interruption de l'IVG, voilà, de 2 semaines, je crois. Voilà, pendant leur niche parlementaire en plus. Et ils ont été suivis par les députés, alors que le gouvernement, l'exécutif, donc, était pas pour. Voilà. 2 jours plus tôt, 45 députés de la majorité avaient voté contre le projet de loi gouvernemental autorisant le retour des néonicotinoïdes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens de la majorité qui votent contre les trucs du gouvernement. Les projets de loi, je vous rappelle, les projets de loi, ça veut dire que la loi est initiée par le gouvernement, et les propositions de loi, ça veut dire que les lois sont initiées par des groupes parlementaires. Début septembre déjà, le locataire de Matignon s'était montré incapable de mettre un terme à la polémique entre ses ministres Gérald Darmanin à l'intérieur et Éric Dupond-Moretti à la justice autour du terme d'ensauvagement. Mais moi aussi, je croyais que c'était néonicotinoïde, mais en fait c'est néon. J'ai pas... Ah mais non, c'est néo. Je dis néon. Putain, je croyais que j'avais mal lu. Je me disais, mais c'est bizarre que j'ai lu néon. Je pensais que c'était néo. En fait, c'est que j'ai lu néon parce que je fatigue, voilà, parce qu'on est en stream depuis 1h34, ce qui n'est pas si énorme. Donc non, il n'y avait rien sur les néons. Peu connu des Français, mais aussi de la plupart de ses troupes, l'ancien maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, est contraint de réfuter l'idée qu'il ne serait qu'un collaborateur d'Emmanuel Macron, à qui il doit sa nomination.
Je décide, je n'ai pas la main qui tremble, c'est moi le patron, a-t-il assuré lundi 12 octobre sur France Info. Mais c'est surtout du fait de son action que Jean Castex se retrouve sur la défensive, bombardé à Matignon avec l'image flatteuse d'expert des missions compliquées, parce qu'il avait été le haut commissaire du grand déconfinement, là, je sais pas quoi. Ce haut fonctionnaire qui avait piloté la stratégie de déconfinement du gouvernement avant l'été paye aussi les difficultés de l'exécutif à juguler la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Alors que le nombre de cas s'envole de jour en jour, celui qui répétait avoir comme seule boussole l'efficacité est pris en défaut sur le cœur de sa mission, la persistance de la crise sanitaire entravant de surcroît l'autre dossier sur lequel il est principalement attendu, la mise en œuvre du plan de relance d'une économie mise à l'arrêt lors du confinement. Dans ce contexte anxiogène, Jean Castex a enregistré une chute sévère dans les sondages alors qu'il recueillait la confiance de 43% des Français lors de sa nomination, le 3 juillet. Ils ne sont plus que 28% à le juger capable d'affronter efficacement la crise, selon un sondage Elab publié le 8 octobre. Sur le fond, Jean Castex pâtit de la remontée de l'épidémie et du doute d'une partie de la population sur l'utilité de certaines mesures pour faire face au Covid-19 et donc sur la stratégie enclenchée. Analyse Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Sur la forme, le fait d'incarner un élu proche des territoires, alliant capacité d'écoute et autorité, lui a valu un a priori plutôt positif de l'opinion lors de son arrivée à Matignon. Mais cette image initiale s'est dégradée. Je ne suis pas ici pour plaire, la question c'est d'agir et de réussir, a balayé M. Castex lundi en disant avoir pour seul objectif de protéger les Français. Voilà. C'est quoi ça, les annonces de Castex ? Moi, je ne peux pas réglementer les espaces privés dans notre droit positif constitutionnel. Mais il y a quelqu'un qui peut réglementer l'espace privé. C'est le propriétaire, c'est le maître des lieux. On leur dit, écoutez, si on ne veut pas... En réalité, je pense qu'il faut dire à nos concitoyens que nous sommes engagés dans une affaire, dans une course d'endurance. Cette lutte contre la maladie, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement, et on a pensé, un certain nombre de nos concitoyens, que c'était fini. Non, c'est pas fini. Je réponds d'abord que le reconfinement général doit être par tout moyen évité. Encore une fois, c'est possible si nous nous y mettons Mais si, tous. c'est possible. Ensuite, cette semaine, il y aura, comme toutes les semaines, un conseil de défense. Nous verrons quelles sont, en ce début de semaine, les données épidémiologiques pour voir s'il a lieu d'aller plus loin. Je vous rappelle quand même que nous venons de classer Montpellier et Toulouse en zone d'alerte maximale. Donc, il faut voir ce que ça donne dans ces collectivités. Donc, Plus c'est loin, pas exclu. c'est reconfinement. C'est pas exclu Alors, des reconfinements locaux. Monsieur, rien ne doit être exclu. Je vous annonce, en réalité, Télécovid, indépendamment de ma propre personne, n'a pas eu les effets escomptés. Ça, vous le savez tous, etc. Donc, le gouvernement et le président de la République ont demandé à travailler sur une nouvelle version, Tous anti-Covid. qui sera officiellement lancée le 22 octobre. Ça, c'était le 13, c'était le combien, ça Donc, à ce moment-là, je la téléchargerai. En attendant, vous n'avez pas téléchargé la première? Non. Non. Et la deuxième, elle aura quoi de différent? Réponse le 22 octobre. La réponse, c'est que celle-là, je vais la télécharger. Voilà. Grosse différence. À propos de la gestion de crise du Covid-19, il dément l'idée selon laquelle il serait mis sous pression par M. Macron, qui a notamment pu montrer son agacement sur les ratés en matière de politique de test. Nous faisons tous en sorte que ça aille le plus vite possible, défend-il en privé. Selon Matignon, M. Castex aurait d'ailleurs prévenu l'Élysée de l'importance de prendre des mesures sur le port du masque dès sa nomination, manière de montrer qu'il ne se montre pas inactif. Autre difficulté, la comparaison avec son prédécesseur, Édouard Philippe. Alors que Jean Castex glisse doucement sur les pentes de l'impopularité, le maire du Havre apparaît pour sa part comme l'homme politique préféré des Français. Castex est devenu le meilleur agent électoral d'Édouard Philippe. Il fait regretter l'ancien Premier ministre, a raillé l'ex-secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, dans Le Point. Comme tout Premier ministre a eu quelques passages un peu difficiles dans les sondages... Non. Ah non, Édouard Philippe, oui, il fallait lire ça. Édouard Philippe, comme tout Premier ministre, a eu aussi quelques passages un peu difficiles dans les sondages, a relativisé M. Castex lundi à propos de son ami havrais. À la différence de ce dernier, l'actuel locataire de Matignon et M. Macron déjeunent en tête-à-tête tous les lundis et ne se sont rejoints qu'à l'heure du café
par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, et le directeur de cabinet de Matignon, Nicolas Revel. Une nouvelle configuration créée à la demande de M. Castex, soucieux d'entretenir un rapport de proximité avec le chef de l'État. Ça devait être dans ces conditions. D'accord, je veux bien être Premier ministre, mais je veux bouffer avec Macron une fois par semaine, sans avoir Alexis Keller et Nicolas Revel dans les pattes. Les fidèles de M. Macron soulignent que l'ancien maire de Prades a précisément été choisi pour ne pas concurrencer le patron. Comme si, après Édouard Philippe, il s'agissait de n'avoir plus qu'une tête qui dépasse, une seule tête. Castex, c'est Raffarin moins le suffrage. Il fait pas d'ombre, il exécute. Relève un familier du pouvoir. Son affaiblissement inquiète toutefois certains macronistes qui craignent que le président se retrouve à terme sans paratonnerre pour le protéger et sans émetteur suffisamment fort pour faire passer des messages. Quand Castex parle, rien n'imprime. Son discours ne passe pas le mur du son. Et c'est normal, il est chiant. Juge le député ex-LREM, Guillaume Chiche. Ça, c'est moi qui rajoute qu'il est chiant, hein, si vous m'écoutez qu'en audio. Mercredi, c'est M. Macron qui se chargera de présenter aux Français la stratégie de l'exécutif face au Covid-19 sur TF1 et France 2. Et c'est encore lui qui recevra les syndicats de policiers le lendemain. Je suis à la manœuvre. Mais M. Castex a de l'orgueil et tient à montrer qu'il joue son rôle de chef. Il a ainsi reçu à déjeuner lundi en compagnie de Stanislas Guerini, ses secrétaires d'État Geneviève Darrieussecq, ancien combattant, et Jean-Baptiste Djebari, au transport, qui souhaitent tous deux conduire la liste de la majorité lors des élections régionales de mars 2021 en Nouvelle-Aquitaine. D'après ce que dit le Canard aujourd'hui, il semblerait que ce soit Geneviève Darrieussecq qui ait été préférée à Jean-Baptiste Djebari, afin d'essayer de trouver entre eux un terrain d'entente. Mardi soir, il devait par exemple réunir à Matignon une dizaine de ministres pour les mobiliser dans la lutte contre l'épidémie. En avril, alors qu'il coordonnait la stratégie de déconfinement du pays, l'intéressé se retrouve un jour à déjeuner à Matignon en compagnie d'Édouard Philippe et de dirigeants de la majorité. Alors que le jupéiste souligne dans un sourire son accent à couper au couteau, le Gersois d'origine réplique du tac au tac devant une assemblée éberluée « C'est vous qui avez un accent, monsieur le ministre !» Le locataire de Matignon entend ne pas laisser installer une image d'impuissance. Je lis ce qui s'écrit, sourit-il d'un air entendu lorsqu'il reçoit des visiteurs, avant de les rassurer d'un ton assuré. Je suis à la manœuvre, comme si le contraire était une possibilité. Voilà. Avec, comme on dit, hein, je sais plus. Quand tu dis, c'est dans Game of Thrones, ça. Quand tu dis le roi c'est moi, c'est que c'est pas sûr. Un vrai roi, il n'a pas besoin de rappeler qu'il est le roi. Donc quand il dit « je suis à la manœuvre », ça veut dire que c'est pas sûr qu'il soit à la manœuvre. Voilà en gros. C'est ouf, tout le monde lui pisse dessus. Merci Viktorovitch. Pourquoi merci Viktorovitch ? Un peu pourri l'article. Ah oui, bah oui, c'était Viktorovitch qui avait rappelé ce truc-là. Oui, c'est ça. Oui, ça y est, j'ai compris. Ça fait des remarques sur les accents là-bas. Ouais, c'est vrai qu'Édouard Philippe qui fait bah dis donc, il a un accent le nouveau là. Non, c'est vous qui avez un accent. Miroir magique. Mais oui, après tout le monde a un accent, évidemment. Même vous, même moi. Vous trouvez que j'ai un accent, moi ? Est-ce que vous trouvez qu'on entend mon accent normand des fois ou pas ? C'est celui qui le dit qui y est. Et ça, Mouloud, c'est une figure rhétorique qu'on dit nul à chier. Bof. T'as un accent CGT. Ah oui, bah ça, l'accent CGT, c'est pas compliqué, c'est cet accent-là. Alors nous, on essaie de parler avec les pouvoirs publics, on essaie d'être reçu depuis le mois de janvier par les pouvoirs publics. Voilà, ça c'est l'accent CGT. Qu'on retrouve sur tout le territoire, hein, ça c'est la théorie. Ah, j'ai un accent parisien. En même temps, je viens de l'Eure, donc c'est région normande, enfin c'est un département normand pas très loin de Paris, donc bon, je dois avoir un accent du bassin parisien élargi, quoi, dirons-nous. J'entends pas ton accent, mais je suis normand aussi, oui, ça doit être ça. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est mon accent québécois qu'on entend le mieux, c'est vrai. Le 27, Quevilly, Rouen, tout ça, bah moi c'est Louviers, Évreux, ouais. J'aime bien le fameux accent parisien que 75% de la France a. Oui. Qui a envie de se faire élargir le bassin parisien ? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Stream imitation, please. Mais je fais pas de stream imitation, moi. J'entends pas ton accent. Je n'ai aucun accent. Bon, bah très bien, si j'ai aucun accent. C'est important pour faire carrière dans les médias de pas avoir d'accent. Quevilly, c'est pas dans le 27. Ah bon ?
Tu sais imiter Martinez? Non, faudrait que je le bosse, Martinez. Faudrait que je bosse Martinez, mais bon, là, je sais pas où il en est de ses renouvellements, là. Mais... Un Bourdin malin. Est-ce qu'on fait un Bourdin malin? Est-ce qu'on se ferait un Bourdin malin sur les communistes pour voir comment Bourdin il parle aux communistes? Allez, on va changer le titre du stream, on passe en Bourdin malin, on va écouter Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, qui était invité hier de Jean-Jacques Bourdin. Merci... Qui? Merci Gozetang pour ton 2e mois d'abonnement. Allez, un Bourdin malin communiste. Je vais bricoler le titre du stream. Et du coup, vous avez voté pour rien du tout. J'ai fait ma propre sélection, et tant pis. Bon, allez, Bourdin malin, c'est pour nous détendre. Faut que j'aille où? Mets-nous l'international avant. Ok. Je mets l'international, parce que c'est quand même le secrétaire, c'est le camarade. On remercie le camarade Fabien Roussel du Parti communiste qui nous a prêté main forte dans nos négociations avec le ministère du Travail, qui a bien voulu qu'on soit reçu notre délégation. Alors donc, l'international. On va se mettre ça tranquillou. Voilà. Version longue? Non, peut-être pas version longue, on va mettre version courte. Je sais pas ce que c'est que cette version. Classique shit. Debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère. Merci Gogo Cap. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons fous. Allez. C'est la lutte finale, contre nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, contre nous Fabien et Roussel. demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni primat. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut